Donc, évidemment, l'autodétermination de mon enfant autiste ou qui a une déficience intellectuelle, je vous le disais, puis je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus, en fait, pour vous dire que, comme je l'ai nommé, je suis titulaire d'une chaire qui est la chaire autodétermination et handicap. C'est une chaire, en fait, qu'est-ce que c'est une chaire de recherche, en fait? C'est un lieu au sein d'une université où on va approfondir une question particulière, où on va aller en profondeur autour d'une thématique. Dans ce cas-ci, c'est bien sûr l'autodétermination, le handicap, plus particulièrement vraiment la déficience intellectuelle et l'autisme. Et cette chaire-là, en fait, existe, c'est grâce aux partenaires que vous avez sous les yeux en ce moment. Donc, évidemment, il y a l'UQTR. Il y a aussi le centre, en fait, l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en autisme qui est rattaché au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Il y a le CIRIS aussi, qui est un centre de recherche de la région de Québec qui se consacre vraiment aux questions liées au handicap. On a la chance d'avoir un partenaire philanthropique important qui est le groupe d'Alaire. Et il y a aussi le GAPAS, en fait, qui est un regroupement d'associations du côté de la France, d'établissements, en fait, qui offrent des services aux personnes en situation de handicap. Donc, je tiens à le nommer. Et au niveau de la chaire, on a vraiment trois axes de travail importants. Un axe qui concerne le milieu scolaire. Donc, vous avez la petite phrase, hein, apprendre à s'autodéterminer tout au cours de la vie. Donc, comment est-ce qu'on crée des environnements pédagogiques, puis on peut former et enseigner l'autodétermination aux différents temps de la vie. Donc, c'est un aspect qui est important au niveau de la chaire. Ça nous amène, entre autres, à faire des projets de recherche avec différents milieux scolaires. Il y a tout ce qui concerne les activités socio-professionnelles et communautaires. Parce qu'à l'âge adulte, notamment, bien, avoir la possibilité de s'intégrer dans des activités de travail et des activités de loisirs, de bénévolat, donc d'avoir une occupation du temps qui est significative. C'est pour ça qu'on parle d'activités qui occupent à des activités qui ont du sens. C'est un peu le volet qu'on traite à travers les projets de recherche dans ce champ-là. Et le dernier volet qui est très important aussi, puis pour lequel il y a eu on a fait des présentations, entre autres à l'accompagnateur dans les derniers mois, tout ce qui concerne l'habitat. Donc, on veut changer la logique, passer du placement à l'hébergement au chez-soi. Donc, comment faire en sorte que chaque personne en situation de handicap puisse accéder à un véritable chez-soi, donc un lieu sur lequel j'ai du contrôle, j'ai du pouvoir, puis un lieu, en fait, qui me permet de m'épanouir. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la chaire. Et avant de commencer, bien sûr, aujourd'hui, on va être vraiment très concret, très pratique pour parler d'autodétermination. Évidemment, je sais que vous êtes des parents, probablement des parents avec des enfants de différents âges. Il y a peut-être des parents de tout jeunes enfants, peut-être des parents d'ados, des parents d'adultes. Il y a peut-être des parents qui ont des enfants avec déficience intellectuelle, d'autres avec autisme. Il y a peut-être aussi des parents dont l'enfant, par exemple, peut s'exprimer de façon non verbale ou encore être polyhandicapé. Donc, je vais essayer de multiplier les exemples pour toucher vraiment toutes ces facettes-là. Donc, on va regarder un petit peu à travers différents exemples, différents temps de la vie, des stratégies, des moyens concrets aussi pour bien comprendre ce qu'est l'autodétermination, puis comment on peut la soutenir, cette autodétermination-là aussi. J'ai envie de vous dire en commençant que comme parents, la plus belle sécurité qu'on peut avoir pour l'avenir de notre enfant, c'est de savoir que notre enfant, quand il a besoin d'aide, il est capable de demander de l'aide. Quand il a besoin de s'affirmer, il est capable d'exprimer ses besoins. Donc, travailler l'autodétermination, c'est travailler justement à accroître cette capacité-là chez notre enfant à s'affirmer, à exercer du pouvoir, du contrôle, à nommer des choses, à accepter, à refuser, à faire des choix. Donc, tout ça, c'est des manifestations d'autodétermination. Puis pour que ce soit possible, bien, il faut donner cette occasion-là à notre enfant le plus rapidement possible de faire des choix, des véritables choix, de prendre des initiatives, d'exprimer des préférences, de se fixer des petits buts, d'avoir la chance d'y travailler. Puis on va regarder à travers différentes stratégies concrètes aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rendre ça possible effectivement pour nos enfants. Je vous ai mis une définition de l'autodétermination. J'aurais pu en mettre plusieurs autres définitions également. Ici, on parle d'exercer le contrôle qu'on souhaite exercer sur des dimensions importantes de sa vie. On est là, on sort d'une période, en tout cas, j'ose dire on sort, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, là, mais disons, il y a une pandémie qui s'essouffle, espérons-le, de façon durable.
pendant cette pandémie-là, on a tous vécu à certains moments ce sentiment-là d'être contraint, parce qu'effectivement, il y avait des contraintes avec lesquelles on devait composer. Et je me rappelle d'un ami un jour qui m'a dit, pendant la période là, du confinement où on avait le couvre-feu, qui me disait, pour moi, c'est pas que j'ai autre chose à faire après 20 heures, quand le couvre-feu était à 20 heures. J'ai pas besoin de sortir, mais ce qui m'est le plus pénible, c'est de savoir que je peux pas sortir. Et notre besoin d'autodétermination, il était particulièrement frustré pendant cette période-là parce qu'on devait composer avec une contrainte qui n'était pas facile, même si rationnellement on la comprenait, ben, c'était pas simple de négocier avec le sentiment que ça nous fait vivre. J'ai envie de dire que ce sentiment-là, ce besoin-là, peut-être qui était frustré à ce moment-là, ben, c'est notre besoin d'autodétermination parce qu'on a tous besoin d'avoir du pouvoir et du contrôle. Donc, avec la pandémie qui s'essouffle, du moins, je pense que ça nous rappelle à quel point ce besoin-là d'autodétermination, il est fort, il est présent, puis il est présent chez tout le monde, indépendamment qu'on ait une déficience intellectuelle ou qu'on soit une personne autiste. Je vous ai mis des photos simplement pour l'illustrer, pour se dire aussi qu'à tous les temps de la vie, en fait, l'autodétermination, c'est quelque chose qui se manifeste. Donc, le tout petit, en fait, là, qui a 6 mois puis qui hurle en plein milieu de la nuit parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin d'être changé, ben, c'est une façon d'exprimer son autodétermination aussi, d'aller trouver réponse à son besoin. Puis d'ailleurs, hein, quand on est parent, il y en a, vous êtes plusieurs parents ici, évidemment. Vous savez, quand nos enfants tout jeunes, hein, ça fait, surtout là, dans la première année de vie, quand ils commencent à faire leur nuit, la première nuit qu'ils font, c'est nous qui nous réveillons pour dire, voyons, qu'est-ce qui se passe, je ne l'entends pas. On s'attend à ça aussi. On s'attend en fait que notre enfant manifeste ses besoins. Puis évidemment, avec le temps qui file, ben, à toutes les étapes de la vie, l'autodétermination va poser des enjeux différents. L'enfant de 3-4 ans là, qui découvre le mot non, puis qui est dans sa période du non. C'est un mot qui donne plein de pouvoir, ça, le mot non. Donc, quand on l'apprend, quand on découvre qu'on peut faire arrêter des choses en disant non, ben, c'est évidemment qu'on va l'utiliser, puis on va peut-être parfois l'utiliser de façon maladroite, mais ça fait partie de l'apprentissage de l'autodétermination. L'autodétermination, qui est une période extraordinaire d'autodétermination, comme père de 3 adolescents, en fait, j'ai l'impression de vivre mon sujet de recherche au quotidien en ce moment. Et c'est correct, c'est normal aussi à cette étape-là de l'adolescence pour tous les jeunes de prendre ses distances. Et il y a un enjeu important lié à l'autodétermination à cette étape-là de la vie, qui est celui de l'identité, hein, qui je suis, puis qui je suis généralement, c'est je suis surtout pas comme mon père, je suis surtout pas comme ma mère. Hein, je suis quelqu'un de différent. Fait que l'adolescence hein, va être une période où on va d'abord se définir en disant ce qu'on n'est pas pour petit à petit être capable de dire de plus en plus ce qu'on est, qui on est. Donc, puis ensuite, on peut continuer à toutes les étapes de la vie, les choix qu'on va faire comme jeune adulte qui vont marquer la suite de notre vie, les remises en question parfois du mi-temps de la vie. Et je vous ai mis même cette image-là d'une personne âgée parce que peut-être que vous le vivez aussi avec des parents, des grands-parents. Puis j'aime bien donner cet exemple-là de personnes qui disent, moi, je veux demeurer dans mon domicile, je veux avoir du soutien à domicile, je ne veux pas quitter ma maison, je suis chez moi. Ben, qu'est-ce qui est en train de s'exprimer, ce besoin-là d'avoir du contrôle sur notre environnement et de ne pas se sentir finalement que d'autres prennent toutes les décisions pour nous. Donc, je voulais d'entrée de jeu, en fait, un peu positionner tout ça, parce qu'évidemment, là, on va plonger dans l'autodétermination des jeunes comme déficience intellectuelle ou autistes, mais déjà d'être en contact avec son propre besoin d'autodétermination. C'est quoi dans ma vie, à moi, mon autodétermination? Comment elle se passe? Comment je me sens par rapport à ça? Comment je reconnais l'autodétermination de mes proches, de mes enfants, de mon conjoint, de ma conjointe, de mes amis? Comment est-ce que je l'observe? Déjà, être en contact avec soi, c'est aussi une façon d'être plus sensible à cette autodétermination-là chez notre enfant. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat, j'avais accompagné des professionnels, des éducateurs spécialisés. Puis j'oublierai jamais une éducatrice spécialisée qui m'avait dit, ben moi, dans ma vie, j'ai eu un moment, une période difficile où je me suis absenté du travail. Puis pendant cette période-là, j'ai découvert c'était quoi l'autodétermination pour moi. Et quand je suis revenu au travail, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus sensible à l'autodétermination aussi des personnes que j'accompagnais. Donc, cet aspect-là est extrêmement important aussi d'avoir cette sensibilité-là pour soi à ce que c'est l'autodétermination dans sa vie.
Donc, j'ai décidé de vous amener ça un peu à travers des clés pour l'autodétermination, un peu donc de bien pour justement ouvrir des portes de ce qui est l'autodétermination pour soi, pour les familles, pour les professionnels, même pour les organisations parfois. La première clé, en fait, qui est importante, parce que j'ai essayé de vous dire un petit peu ce qu'est l'autodétermination, mais c'est aussi important de comprendre ce que c'est pas l'autodétermination. Parce que parfois, à travers le mot, le sens qu'on peut s'en donner, mais parfois, il peut y avoir aussi des fausses croyances ou des mythes un peu associés à l'autodétermination. Puis un des premiers mythes que je vous ai mis, c'est l'autodétermination. C'est pas faire ce que je veux comme je veux quand je veux. Ça ne veut pas dire je m'autodétermine, donc j'ai le droit de tout faire, il n'y a plus de limites, tout est possible pour moi. Donc, c'est pas ça l'autodétermination. D'ailleurs, je vais vous amener une petite image là-dessus. S'autodéterminer, ça veut dire aussi prendre des décisions à l'intérieur de ce qui est possible. C'est aussi important d'avoir des cadres et des limites. Donc, c'est surtout pas se dire que tout est possible, qu'on n'a plus de limites, qu'on fait tout ce qu'on veut comme on veut. Ça ne veut pas dire non plus que je n'interviens plus auprès de mon enfant et je le laisse faire tout ce qu'il veut. C'est pas ça non plus. Ça ne veut pas dire aussi que là, je vous parle d'autodétermination, puis là, qu'en sortant de la conférence, vous allez dire, voilà, là, j'ai tout faux, puis il faut toujours, je fais tout autrement. Probablement qu'il y a plein de choses que vous faites qui s'inscrivent déjà dans une perspective d'autodétermination. Souvent, en fait, ça vient mettre un mot sur des choses peut-être que vous sentez, peut-être que ça va vous amener peut-être à pousser plus loin certaines façons d'accompagner vos enfants. Donc, c'est aussi ça. Ce n'est pas non plus l'autodétermination de laisser une personne se mettre en danger. Ça ne veut pas dire, ben voilà, là, je laisse mon enfant faire tout ce qu'il veut, même s'il se met en danger. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et je vous ai mis cette image-là, en fait, qui pour moi est très, très parlante, en fait. Quand il est question d'autodétermination, en fait, toute la notion du cadre qu'on va mettre autour de son enfant est importante. Qu'est-ce que je veux dire, en fait? C'est toute la distinction qu'on va faire entre encadrer et contrôler. Et si je prenais une image un peu pour illustrer cette différence-là entre encadrer et contrôler, le peintre, en fait, là, celui que vous voyez par exemple à l'image en ce moment, bien, derrière lui, il y a une toile. Donc, quand il peint sa toile, il y a un cadre qui est là. Il y a une toile, en fait, une toile avec ses limites. La toile peut être très, très grande, elle peut être très, très petite, mais ce qu'il va mettre sur cette toile-là, ça lui appartient complètement. Il va choisir les couleurs, il va choisir les formes, il peut faire de l'abstrait, du concret. Ça, c'est quelque chose qui lui appartient. Et c'est pour ça que, dans le fond, notre défi comme parents, c'est d'être capable de poser un cadre qui est clair autour de notre enfant, plutôt que de tomber dans une dynamique de contrôle. Encadrer, c'est décider de la taille de la toile. Contrôler, c'est tenir la main du peintre. Et c'est sûr que quand notre enfant il est tout jeune, on va mettre des limites, un cadre qui est plus serré, évidemment. En fonction des particularités de votre enfant aussi, vous allez mettre un cadre qui est de plus en plus serré, mais progressivement, ce cadre-là va s'assouplir, le cadre va s'agrandir, il va avoir des limites qui vont être toujours claires, mais qui ne seront plus les mêmes, qui vont s'ajuster avec le temps. Et c'est ça un peu notre défi quand on travaille l'autodétermination. Un cadre, ça rend des choses possibles. Un contrôle, ça limite les possibilités. Le défi un peu, c'est d'intégrer aussi cette logique-là. De dire, le cadre qu'on vient poser, bien, il va rendre des choses possibles à notre enfant. Puis parfois, il y a des secteurs dans lesquels notre enfant va peut-être mettre, par exemple, des limites plus importantes parce que le cadre doit être plus serré. Puis dans d'autres secteurs de sa vie, peut-être que le cadre va être un petit peu plus souple et que les limites vont être moins importantes ou moins prégnantes par rapport à la vie de notre enfant. Je vous donne un exemple, peut-être c'est le cas d'entre vous. Par exemple, là, récemment, on m'a demandé d'intervenir dans une association qui regroupe des parents dont les enfants ont le syndrome Prader-Willi. Et si vous ne connaissez pas le syndrome Prader-Willi, c'est un syndrome, en fait, qui font notamment une des caractéristiques, c'est que ce sont des personnes, en fait, qui ne ressentent pas la satiété et qui vont avoir beaucoup de comportements compulsifs sur le plan alimentaire. Donc, sur le plan de l'alimentation, il y a un cadre qui doit être très, très serré, mais ça ne veut pas dire nécessairement que le cadre va être aussi serré dans toutes les dimensions de sa vie. Et avec les parents de cette association-là, entre autres, ça faisait partie de la réflexion de dire, bien, on doit avoir un cadre très strict sur ce plan-là pour des raisons de santé, mais comment ailleurs on peut l'assouplir, ce cadre-là, pour rendre des choses possibles?
Donc, toute la distinction entre encadrer et contrôler son enfant, c'est un premier élément là, qui est extrêmement important pour bien comprendre puis mettre en place des pratiques éducatives qui vont valoriser l'autodétermination. Une deuxième clé, en fait, qui est aussi très importante, ce n'est pas pour rien que je vous ai mis toutes ces images-là, reconnaître le potentiel d'autodétermination de tous. Et là, je veux peut-être faire une parenthèse, une grande parenthèse, disons, parce qu'il y a peut-être des parents ici dont l'enfant est peut-être polyhandicapé, peut-être que l'enfant a une déficience intellectuelle plus de sévère à profonde, ou encore, par exemple, un enfant qui s'exprime de façon non verbale aussi. L'autodétermination, je le disais, c'est un besoin pour tous. Donc, notre jeune qui est polyhandicapé, par exemple, développer son autodétermination, ça ne se fera peut-être pas de la même façon que pour n'importe quel autre jeune, mais c'est quelque chose qui est aussi indispensable. Et une façon, entre autres, pour les enfants, les adolescents polyhandicapés, c'est vraiment de créer des contextes pour faire en sorte que l'enfant ait la possibilité de prendre des initiatives. Et quand je parle de prendre des initiatives, ça peut être dans des petites choses du quotidien. Actuellement, on travaille entre autres avec des enseignants en milieu scolaire dans des classes en fait de jeunes qui sont polyhandicapés, donc handicap multiples et avec parfois aussi là, des problèmes de santé qui sont liés à tout ça. Et ce qu'on travaille justement, c'est de dire comment l'environnement fait en sorte que la personne peut prendre des initiatives. Donc, comment on y arrive? Bien, d'abord, par une lecture du non-verbal. Comment est-ce que mon enfant, en fait, je suis capable de comprendre à travers parfois son non-verbal, qu'il est content, qu'il n'est pas content, qu'il aime, qu'il a envie de faire quelque chose. Donc, déjà, toute la reconnaissance du langage non-verbal pour les jeunes polyhandicapés, c'est une première étape importante. Ensuite, bien, comment, tout dépendant sur le plan moteur, comment il se déplace, comment il bouge, comment je suis capable de reconnaître aussi à travers ses gestes qu'il peut prendre des initiatives. Comment est-ce que je suis capable de reconnaître, par exemple, des demandes qu'il peut avoir? Donc, une des choses, par exemple, qu'on fait avec les enseignants, c'est toujours de leur proposer d'avoir une espèce de portfolio, de carnet de route, de carnet de vie, pour être capable, en fait, justement, de se centrer sur comment est-ce que ce jeune-là, cet enfant-là, manifeste des intérêts, prend des initiatives pour outiller tous les gens autour de l'enfant à reconnaître ses prises d'initiative. Puis, si vous êtes un parent d'un enfant polyhandicapé, parfois un son, un geste, une mimique, des fois, c'est des signaux qui sont, je dirais pas, des signaux qu'il faut être capable de reconnaître puis d'interpréter, mais c'est des manifestations d'autodétermination qui sont importantes pour être capable d'en tenir compte dans l'accompagnement de cet enfant-là. J'aime bien donner un exemple. Là. Si vous m'avez déjà entendu, c'est peut-être un exemple que je donne souvent, mais je le trouve important, d'un adolescent, justement, qui est un adolescent polyhandicapé, qui avait une malformation physique, avec qui on a travaillé au niveau de l'alimentation. C'est un adolescent qui avait 15 ans et il ne s'était jamais alimenté seul parce qu'il y avait une problématique sur le plan physique qui faisait en sorte qu'au niveau de l'appréhension, c'était très limité. Et ça faisait en sorte qu'en fait, depuis son tout jeune âge, qu'on l'avait toujours alimenté. Et une chose qu'on travaillait avec lui, en fait, c'était le fait de déplacer des objets pour essayer d'assouplir ses mouvements. Il y avait beaucoup de spasmes. Donc, c'est un travail qui se faisait avec le physiothérapeute. Et progressivement, on en est arrivé à se dire, et si au moment de l'alimentation, on était capable de faire en sorte que, même s'il n'est pas capable de tenir la cuillère, qu'il dirige la main de l'intervenant vers sa bouche pour amener la nourriture à sa bouche. Donc là, au départ, ça a été assez complexe, mais on a mis ça en place petit à petit pour qu'il arrive, là, imaginez, c'est la cuillère ici, avec sa main à diriger la cuillère vers sa bouche. Et ce qui était intéressant, au-delà du geste physique qu'il faisait, c'est qu'on s'est rendu compte que là, il avait fait le lien entre le fait qu'il avait un contrôle sur son alimentation. Donc, plutôt qu'être simplement, je dirais, dans une posture passive d'attente d'être alimenté, on s'est rendu compte que parfois la main revenait vite. Et là, il y avait des préférences alimentaires qu'on était en train de déduire de ça. Il y avait aussi sa satiété. À un certain moment, la main ne revenait plus. Et là, on percevait qu'il a assez mangé. Donc, plutôt qu'avoir le réflexe de tout donner ce qui est dans l'assiette pour le nourrir, bien, quand il arrêtait d'en demander, on arrêtait là pour respecter aussi sa satiété.
Donc, c'est juste un exemple que je veux vous donner. Mais quand on travaille un peu dans cette perspective-là d'autodétermination, bien, des fois, ça peut être qu'on passe par l'alimentation ou par d'autres besoins, je dirais, de base physique, bien, ça peut être aussi des façons de venir soutenir cette autodétermination-là. Puis pour cet adolescent-là qui était polyhandicapé, au-delà du travail physique que ça lui permettait de faire, bien, il y a quelque chose dans sa vie qui contrôlait maintenant, c'était son alimentation, sur certaines dimensions, évidemment, pas sur tout, mais on lui a redonné du pouvoir là-dessus. Puis je pense que c'est un élément important qui vient aussi contribuer à sa qualité. Donc, de reconnaître le potentiel d'autodétermination de son enfant, comment, puis c'est une première question que je vous lance, déjà, comment vous reconnaissez les prises d'initiative de vos enfants? Comment est-ce qu'ils manifestent? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître le fait qu'ils vont tenter de faire des choix, qu'ils expriment des préférences, leurs intérêts? Donc, déjà, reconnaître ce potentiel-là, puis des manifestations différentes aussi, c'est-à-dire que l'autodétermination, ça va se manifester différemment selon nos enfants, selon nos jeunes, puis toutes les manifestations, en fait, peuvent coexister. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis encore une fois des formes différentes de manifestation de l'autodétermination, mais il n'y a pas nécessairement aussi, puis ça, je veux le nommer, quand je cherche à m'autodéterminer, ça ne veut pas dire nécessairement que je vais le faire de la bonne façon. Parfois, je peux m'autodéterminer, je peux dire quelque chose qui est important pour moi, mais pas l'exprimer d'une façon qui est peut-être la meilleure façon. Et là, j'ai envie de donner un exemple de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est de l'AIS de la région de Québec, qui est Julie Bergeron, qui travaille. Et là, je la nomme là, parce que c'est un exemple qu'elle a donné puis que j'ai toujours adoré. Donc, je veux la nommer parce que je l'aime beaucoup. Et Julie a la chance d'être maman de Charlie. Puis si vous êtes de la région de Québec, vous connaissez souvent les histoires de Charlie. Et c'est un exemple que Julie a donné puis que j'aime beaucoup. Puis elle m'autorise à l'utiliser, en fait. Et puis, Julie racontait qu'après la première période où on a été en confinement, sa fille, en fait, retournait à l'école. Et puis, donc, avec vous savez, après quelques semaines, on était tous un petit peu à découvrir la vie en pandémie et tout ça. Et Charlie retourne à l'école accompagné de Julie. Et Charlie a les doigts dans le nez. Donc, Julie demande à Charlie, mais enlève les doigts de ton nez. Donc, Charlie enlève les doigts de son nez. Et puis, quelques minutes plus tard, Charlie a encore les doigts dans son nez. Donc, Julie s'arrête et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, Charlie? Pourquoi tu mets les doigts dans ton nez? Et Charlie lui dit, ben, je vais être sûr que le virus n'y entre pas par mon nez en retournant à l'école. Et j'ai toujours aimé cet exemple-là parce qu'en fait, ce que Charlie est en train de faire, c'est formidable. Là. Elle est en train de prendre du pouvoir sur la situation, de dire, moi, je vais me protéger du virus, je bouche mon nez, fait comme ça, le virus ne va pas entrer dans mon nez. Bon, évidemment, on peut se dire que ce n'est peut-être pas la stratégie la plus efficace. Hein? On ne portait pas encore de masque à ce moment-là. Ce n'est peut-être pas la stratégie la plus efficace, mais il y avait une intention derrière ça, qui est une intention importante, qui est une intention de prendre du pouvoir et du contrôle sur la situation et même de se protéger d'un virus. Donc, si Julie n'avait pas pris le temps de s'arrêter puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement-là, qui, oui, est problématique parce que les deux doigts dans le nez, ce n'est peut-être pas l'idéal, ben, elle n'aurait pas saisi ça. Et c'est pour ça que quand on parle d'une manifestation d'autodétermination, c'est important aussi de s'arrêter et de se dire, bien, parfois à travers des comportements qui peuvent nous apparaître problématiques ou à travers lesquels on peut un peu se questionner qu'est-ce qui est en jeu là, bien, parfois il y a des manifestations d'autodétermination qui sont importantes à décoder aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dirais toujours aller voir l'intention derrière le comportement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi l'intention qu'il y a derrière un comportement? Bien, c'est une autre clé importante là, pour être capable de comprendre, reconnaître en fait l'autodétermination de son enfant. Je vous amène une troisième clé aussi qui est importante. On ne naît pas en sachant s'autodéterminer. Quand on a une déficience intellectuelle, qu'on est autiste, mais c'est le cas pour tout le monde, l'autodétermination, c'est quelque chose qui va s'apprendre. C'est quelque chose qu'on va apprendre tout au cours de la vie. Puis je vous ai mis en fait quelques petits exemples là, ici, là, juste de stratégies importantes. Avoir la possibilité de se tromper. Et ça, je le nomme parce que quand on a un enfant qui a une déficience intellectuelle,
des fois, notre réflexe, hein, puis c'est correct, là, puis je veux vraiment le dire d'entrée de jeu, hein, des fois, on va anticiper les choses un petit peu à sa place, on veut qu'il soit bien reçu, bien accueilli, donc on va essayer d'arrondir les coins, de faire en sorte que tout soit correct. Puis des fois, on va être très, très prévenant, anticiper les choses pour pas qu'il se trompe, par exemple. Mais avoir la possibilité de se tromper, c'est aussi important pour s'autodéterminer. Parce que quand j'ai la possibilité de me tromper, puis que je me trompe, ça me donne aussi la possibilité de pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, faire des liens, recommencer, puis dépasser aussi parfois des difficultés que je peux rencontrer, faire des liens, apprendre, puis aussi apprendre le fait que même si je me trompe, ce n'est pas grave, j'ai le droit de recommencer, puis j'ai le droit d'essayer encore. Donc, avoir la possibilité de se tromper, c'est quelque chose qui est important aussi quand on est un enfant qui a une déficience intellectuelle, qui est autiste, d'avoir cette possibilité-là. Moi, j'aime bien donner cet exemple-là là, parce que des fois, quand je travaille avec des enseignants, il y a souvent, si vous avez un enfant qui a une déficience intellectuelle ou autiste, là, je pense que tous les adolescents qui ont une déficience intellectuelle ou autiste ont un jour ou l'autre fait des muffins à l'école. On dirait que ça, c'est comme un grand classique. Là. Ça, puis aller jouer au quilles, des grands classiques. Puis, des fois, je dis à l'enseignant, c'est quoi le but là, de la recette de muffin à l'école? Si tu veux que l'enfant revienne à la maison et qu'il y ait un beau muffin bon à donner à ses parents pour faire plaisir à ses parents, ou si la recette de muffin, là, des fois, on peut la manquer. Puis après, se poser la question, comment ça, on l'a manqué? Qu'est-ce qui s'est passé? On a-tu fait chauffer trop longtemps, pas assez longtemps? On a-tu oublié un ingrédient? C'est quoi l'objectif au juste de cette recette-là de muffin? Puis quand on fait une expérience, qu'on se trompe, qu'on trouve qu'est-ce qui s'est passé, en fait, puis qu'ensuite on est capable de se reprendre finalement puis d'essayer à nouveau, bien, ça nous donne aussi cette confiance-là de dire, même si je me trompe, c'est pas grave, je peux essayer encore. Donc, avoir la possibilité de se tromper, c'est important. Tenter de résoudre des problèmes par soi-même aussi. Des fois, comme parent, on peut être tenté quand notre enfant rencontre une difficulté de lui donner la réponse. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu aurais dû faire dans cette situation-là? Mais ce qui est important, en fait, une clé qui peut être intéressante sur le plan de l'autodétermination, plutôt que de donner la réponse, c'est essayer d'amener notre enfant, finalement, de lui poser des questions qui vont l'amener, lui, à trouver la réponse à ce qui s'est passé, au problème qu'il a rencontré. C'est un peu comme si on avançait tous les deux dans le noir, puis des fois, comme parent, on tient la lampe de poche. Au lieu de lui dire va tout droit, on lui éclaire le chemin pour lui donner des indices pour qu'il arrive par lui-même à prendre la décision pour aller dans la direction où il veut aller. Donc, tenter de résoudre des problèmes par soi-même, des fois, c'est se retenir comme parent, se retenir à donner la solution, à essayer plutôt de trouver les questions qui vont amener notre enfant à pouvoir comprendre ce qui s'est passé puis prendre la décision par lui-même. Ça, c'est un aspect qui est important aussi. Puis je vous dirais même, des fois, dans le quotidien, là, quand on parle de problèmes ici, ça n'a pas besoin d'être des problèmes majeurs. Parfois, c'est des petites choses du quotidien, des petits. Bon, on est en train finalement de, je ne sais pas moi, de déplacer des choses. Est-ce que, comme tu sais, puis je dois ouvrir une porte puis j'ai les mains pleines, plutôt que de se dépêcher à ouvrir la porte, regarder notre enfant comment par lui-même il va essayer de résoudre des problèmes. Donc, de laisser cet espace-là. Je pense souvent aux parents d'ados puis d'adultes. Je suis sûr que vous avez plein d'exemples en tête où vous vous êtes dit hey, j'en reviens pas, mon enfant, dans tel type de situation, finalement, il s'est débrouillé par lui-même ou il m'a surpris dans sa façon de réagir dans tel type de situation. Donc, de laisser cet espace-là à son enfant, c'est un aspect qui est important aussi. Je vous ai mis célébrer les réussites parce que je trouve que comme parents, malheureusement, on vous parle souvent beaucoup plus des limites ou des difficultés ou des défis de votre enfant, plus que de ses réussites et de ses capacités. Alors que si on veut être capable de s'autodéterminer, de s'affirmer, d'avoir du pouvoir sur sa vie, il faut être capable de se reconnaître aussi dans qui on est, dans nos capacités, nos compétences, nos forces. Donc, célébrer les réussites de mon enfant, c'est pas juste lui dire hey, t'es bon, t'es capable, vas-y. Des fois, c'est dire hey, là, par exemple, tu as une réussite sportive ou tu as participé à une activité sportive. Hey, bravo, je vois là, comme tu es quelqu'un qui est capable de persévérer.
Hey, je me rends compte que toi, là, quand tu viens le temps de choisir une activité, tu choisis souvent des activités artistiques. Hein. Je pense que toi, tu es quelqu'un qui aime beaucoup ça, les arts, la musique. Donc, d'être capable de reconnaître les forces puis de refléter qu'est-ce que ça dit de notre enfant. Puis votre enfant, là, il a probablement, au-delà du fait qu'il a une déficience intellectuelle ou autiste, là, il a une personnalité comme tous les enfants. Moi, j'ai 3 enfants, 3 styles différents, 3 profils différents. Puis ça, on le découvre comme parent chez notre enfant. Donc, quand on est capable de le constater et de le refléter à notre enfant, bien, ça l'aide lui aussi à se reconnaître. C'est vrai que moi, j'aime ça, les arts. Puis ensuite, je fais des choix en fonction de ce que j'aime et pas de ce que les autres voudraient, ou pas en fonction de ce que je pense que les autres voudraient que je fasse comme choix. Donc, célébrer les réussites, c'est une façon aussi d'apprendre qui je suis, donc d'être plus à l'aise de parler de soi, de parler de ses forces, de parler de ses capacités, de ses compétences. Une quatrième clé, en fait, et là, j'aime bien cette photo-là là, de l'enfant sur le bord du lave-vaisselle comme ça. J'ai d'autres photos des fois aussi où quand on a des enfants jeunes, hein, on voit tout de suite la situation. Il y en a peut-être qui sont en train de s'imaginer les assiettes qui vont débouler et éclater à côté du lave-vaisselle. Mais en fait, d'encourager les prises d'initiative, c'est un aspect qui est extrêmement important aussi. Parce que ce qu'on veut, on ne veut pas que notre enfant, finalement, se retrouve comme étant passif dans les situations qu'il va vivre. On veut qu'il soit actif. Puis, j'ai envie de vous donner un exemple qui est bien personnel que moi, j'ai vécu et puis qui, pour moi, m'a toujours un peu, que j'ai toujours gardé en tête en lien avec l'autodétermination. On est parfois dans un système éducatif aussi qui va parfois renforcer, malheureusement, des fois, la passivité. Et un jour comme ça, ma fille est à l'école, puis ma fille, là, est rendue adolescente aujourd'hui, puis elle sait maintenant que je raconte cet exemple-là. Mais à l'époque, elle était toute jeune, puis elle est à l'école, puis elle revient de l'école avec un billet de bon comportement. Donc, des fois, il y a des mauvais comportements, mais c'est un billet de bon comportement. Et sur le billet, c'était écrit beau silence pendant la période de lecture. Donc, il y avait eu une période de lecture à l'école, puis elle n'avait pas parlé. Donc, on la récompensait parce qu'elle n'avait pas parlé. Mais à cette époque-là, ma fille, c'est une fille qui est très timide, qui est très gênée, qui s'en est parfois même presque problématique, sa difficulté à prendre la parole puis à s'exprimer. Et là, on m'envoie un billet pour renforcer le fait qu'elle n'avait pas parlé. J'aurais aimé beaucoup mieux recevoir un billet belle prise de parole en classe plutôt que beau silence pendant la période de lecture. Puis entre vous et moi, à la limite, j'aurais reçu un billet qui m'aurait dit a dérangé pendant la période de lecture que je pense que j'aurais préféré ce billet-là. Parce que même si ça n'avait pas été un comportement adéquat, il y aurait eu quelque chose de l'ordre d'une prise d'initiative, il y aurait eu quelque chose qui était un petit peu plus affirmé. Donc, c'est pour ça que c'est important parfois avec nos enfants de reconnaître et de renforcer ce qu'ils font, les prises d'initiative. Donc, d'être plus à renforcer les comportements proactifs que les comportements passifs. C'est correct de savoir se taire, mais comme futur adulte, ça va être plus important qu'ils prennent la parole que de savoir se taire. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient proactifs. Donc, déjà dans le quotidien, de valoriser, d'encourager, même si parfois ça peut être un peu maladroit. Notre enfant, par exemple, qui parle aux voisins, qui prend la parole ou qui s'exprime, bien, toutes ces occasions-là, ça devient aussi des façons de reconnaître dans sa légitimité aussi de pouvoir prendre des initiatives. Et comme je dis, même si parfois il se trompe. Laisser faire à sa façon aussi. Parfois, on n'a pas toujours besoin d'être prescriptif là, dans toutes les étapes, dans la façon de faire quelque chose. Mon enfant qui fait son lit, hein, mon enfant là, qui a 4 ans, qui a 5 ans, qui a 8 ans, qui fait son lit, ça se peut que ça ne soit pas au carré, disons, le lit. Mais s'il prend l'initiative de faire le lit, de reconnaître cette prise d'initiative-là, petit à petit, on l'aide, on lui donne des trucs, on peut lui suggérer des façons de le faire, mais de l'accompagner puis de le laisser faire à sa façon, encore une fois, c'est quelque chose qui est important. D'être plus centré sur la finalité que sur toutes les étapes, sur comment les choses devraient se faire. Parce que c'est rare qu'il y a une seule façon de faire les choses. Et si notre enfant, bien, parfois, il développe sa façon de faire à lui, même si ce n'est pas la plus rapide, même si ce n'est pas la plus efficace, c'est lui qui choisit, en fait, sa façon de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut plus tard aussi, qu'il soit capable de prendre des initiatives puis de faire des choses à sa façon. Puis comme je disais tout à l'heure,
bien, distinguer la prise d'initiative du résultat. Donc, parfois, ça peut arriver que je prends une initiative puis je me mets les deux pieds dans les plats. Je me rappelle, en tout cas, j'ai plusieurs exemples en tête là, qui me viennent par rapport à ça. Je me rappelle, il y a quelques années, euh, un ami qui avait une déficience intellectuelle qui est avec moi chez un couple d'amis. En fait, il se lève en plein milieu de la nuit, va à la toilette, problème avec la toilette déborde. Lui prend l'initiative de décider de déboucher la toilette pendant un bon 30 minutes avant qu'on s'en rende compte. Et quand on s'en rend compte, ben, il y a de l'eau partout sur le plancher avec les problèmes qui viennent avec ça. Euh, Évidemment, le résultat n'était pas au rendez-vous, mais la prise d'initiative nous a dit ben, je ne voulais pas vous réveiller, je ne voulais pas vous déranger, je voulais régler le problème par moi-même. Bon, ça, on l'a reconnu. Écoute, c'est correct, essayer de le régler par toi-même, c'est bien, tu as bien fait. Il n'a pas figé, je ne veux pas qu'il fige, je veux qu'il soit proactif. Maintenant, tu sais, la prochaine fois, s'il y a un problème de cet ordre-là, n'hésite pas à venir nous chercher, là, puis à venir nous réveiller, même si c'est la nuit, parce que si, bon, ça allait causer des dommages. Donc, d'être capable de distinguer la prise d'initiative du résultat. Parfois, il y a une prise d'initiative qui est positive, même si le résultat n'est pas nécessairement au rendez-vous. Autre exemple aussi, apprendre à faire des choix. Et là, ça peut paraître évident quand il est question d'autodétermination, faire un choix, mais ce n'est pas toujours simple de faire un choix. C'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Donc, je pense entre autres, par exemple, notamment si votre enfant a plus un profil autistique, bien, parfois faire le choix, si j'ai un nombre trop important d'options devant moi, ça se peut que je fige face à trop d'options. Donc, d'être capable, par exemple, de proposer des options, parfois même de limiter ce nombre d'options-là, puis d'observer comment notre enfant choisit. Est-ce que mon enfant choisit en fonction de ce qu'il aime vraiment? Est-ce qu'il choisit toujours la dernière chose que je lui propose? Je propose A ou B, il choisit B. Je propose B ou A, il choisit A. Est-ce que mon enfant, en fait, il choisit en fonction de ce qu'il pense que moi, je veux qu'il choisisse? Donc, être capable de créer des occasions de faire des choix dans le quotidien. Et j'ajouterais aussi à ça, comme parent, d'être vraiment à l'aise, peu importe le choix. Si je donne le choix entre une pomme et un petit gâteau au chocolat pour la collation, puis que je lui dis, tu ne penses pas que ça sera un bon choix, la pomme? Bien, ce n'est pas un choix à ce moment-là. Je suis en train de prescrire le choix. Donc, de donner de véritables choix et ensuite de refléter que bien, ce que la personne est en train de vivre, c'est parce qu'elle a choisi. Donc, écoute, je te donne un choix entre une pomme et une orange. Donc, tu veux la pomme? Parfait, ben garde, je te donne la pomme parce que tu as choisi la pomme. Donc, ce n'est pas parce que je veux bien te donner la pomme, c'est parce que tu as choisi la pomme. Donc, c'est un peu comme une façon de créer chez notre enfant aussi la perception que c'est correct de choisir, que j'ai le droit de choisir, puis qu'on va aussi accueillir mes choix, puis qu'on va les respecter. Donc, parfois, ça peut être intéressant aussi de nommer à son enfant qu'on peut choisir. Écoute, là, ce soir, tu as la possibilité de choisir. On a deux activités possibles. On peut aller jouer dehors dans le carré de sable ou encore on peut aller marcher au parc ou aller promener le chien jusqu'au parc. Donc, c'est toi qui choisis l'activité ce soir, tu peux choisir. Donc, nommer que notre enfant peut choisir, puis ensuite de dire, bon, ben d'accord, tu as choisi d'aller jouer dans le carré de sable ce soir, ben on y va. Et quand on est dans le carré de sable, ben là, on est rendu au carré de sable parce que c'est l'activité que tu as choisie ce soir. Donc, de créer en fait, parce qu'avant de choisir, encore faut-il que j'ai la perception que j'ai le droit de choisir aussi. Donc, à chaque fois qu'on donne l'occasion, qu'on valorise, qu'on renforce aussi le fait que notre enfant peut choisir, ben, on crée chez lui cette représentation qu'il a de lui-même, qu'il peut choisir, qu'il a le droit de choisir. Donc, ça, c'est une étape vraiment importante. Autre clé aussi importante par rapport à l'autodétermination, apprendre à faire face à l'inattendu. Parce qu'en fait, si vous êtes parent d'un enfant qui est plus jeune, d'un adolescent ou même d'un jeune adulte, souvent ce qui nous préoccupe comme parents, c'est de dire comment mon enfant va faire face à l'inattendu. La semaine dernière, j'étais avec des parents dont l'enfant transite pour aller vivre en appartement supervisé. Puis on parlait en fait de tous ces enjeux-là de la vie en appartement supervisé.
Et sur les éléments du quotidien, beaucoup de parents disaient, ben moi, je sais qu'il est capable de faire ceci, je sais que tout ça, il y a de la difficulté. Puis la zone, en fait, qui est la plus difficile, je dirais, à porter comme parent, c'est toutes les zones d'incertitude, d'inconnu. Comment il va réagir s'il se passe telle chose ou s'il y a telle difficulté qu'il rencontre? Comment est-ce qu'il va réagir à tout ça? Donc, apprendre à faire face à l'inattendu, parfois, c'est de créer aussi des petites situations inattendues pour voir comment notre enfant va être capable d'apprendre à faire face à l'inattendu, à l'inconnu. Et là, j'ai une pensée un peu particulière pour les parents dont l'enfant est autiste, parce que c'est sûr qu'au niveau de l'autisme, le besoin d'avoir un cadre qui est clairement défini, d'avoir des repères qui sont clairs, c'est sûr que c'est quelque chose qui est essentiel, qui est important, mais savoir faire face à l'inattendu, c'est aussi important pour ne pas non plus tomber dans un fonctionnement qui va être encore plus rigide parce que tout est toujours prévisible. Puis je vous donne encore un exemple, parfois que j'utilise avec les enseignants en milieu scolaire, où je leur propose, je leur suggère parfois de volontairement créer des petites situations inattendues. Moi, j'appelle ça des petites situations de sabotage, où on va changer un élément habituel pour créer une situation inattendue, pour donner l'occasion à l'enfant de réagir à cet inattendu-là. Et je pense entre autres à un enfant autiste où on disait, par exemple, il a des habitudes qui sont très clairement établies. Qu'est-ce qui se passe s'il arrive en classe ce jour-là et sa chaise n'est pas derrière son pupitre? Il a toujours le même lieu où il s'assoit, mais la chaise est peut-être 2 mètres à côté de son pupitre. Comment il réagit? Est-ce qu'il va prendre la chaise de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va figer sur place? Est-ce qu'il va aller chercher la chaise? Est-ce qu'il va aller demander l'aide de l'adulte? L'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a une bonne façon de réagir, mais c'est de voir est-ce que face à l'inattendu, mon enfant, il fige, il attend, ou s'il est capable de prendre une initiative pour justement trouver une réponse à la difficulté qu'il a rencontrée. Donc, apprendre à faire face à l'inattendu, autre élément qui est quand même important aussi. Je cherche juste un petit coup d'œil à l'heure, ça va bien. Peut-être je vais passer un petit peu plus rapidement celle-là, mais le fait de se fixer des petits buts et les atteindre. Je vous dirais peut-être pour les enfants un petit peu plus vieux, quand ils sont rendus adolescents, jeunes adultes. Donc, quand on est dans une étape où on peut commencer doucement, des fois, à travailler avec notre enfant, à se projeter dans le temps. Des fois, un but, c'est un but qui est à très court terme. Quand je fais un choix, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de manger comme collation? Ben, tiens, une pomme et je mange la pomme tout de suite. Il n'y a pas de délai dans le temps. C'est un choix, puis j'ai le résultat du choix de façon immédiate. Mais quand on est dans se fixer des buts, bien, parfois, ça peut être à travers des petits projets qu'on a, des petites choses qu'on a envie de réaliser. Et là, ça peut être intéressant de travailler avec notre enfant. Bon, ben, qu'est-ce que tu as envie de faire, par exemple? Il y a une journée pédagogique vendredi. Qu'est-ce que tu as envie de faire pendant cette journée-là où on fait une sortie, on a une activité? On prévoit cette activité-là. C'est quoi les étapes qui vont nous mener à cette activité-là? Ça peut être intéressant de le travailler quand notre enfant est rendu là, quand il a cette capacité-là aussi. Donc, d'avoir un peu des projets qui vont nous permettre de se projeter dans le temps, d'avoir une contribution. C'est l'anniversaire du petit frère, de la petite sœur en fin de semaine. Qu'est-ce que tu as envie, toi, de préparer dans l'anniversaire? Ben, moi, je vais m'occuper de décorer la cuisine pour l'anniversaire de mon petit frère. Génial. Ben, dans le fond, qu'est-ce que tu as besoin? Ah, il faut qu'on aille, par exemple, au magasin faire un achat particulier pour la décoration. Puis ensuite, qu'est-ce que tu vas faire pour arriver là? Donc, quand on est capable de travailler cet aspect-là, c'est un aspect, en fait, au niveau de l'autodétermination qu'on appelle l'autorégulation. En fait, c'est un peu comme si on anticipait des conséquences, on essaye de voir ce qui va arriver, on s'ajuste en fonction de ce qu'on voit de notre environnement. Donc, c'est un aspect qui est un petit peu plus, je dirais, élaboré, mais c'est un peu comme si on aide notre enfant à réfléchir plutôt que de lui donner les réponses. Donc, un aspect, en fait, qui va être important aussi. Donc, et toujours en se fixant plus sur qu'est-ce qu'on veut réaliser plutôt que de prescrire comment faire les choses. Tu as envie de décorer la cuisine? Parfait. Comment tu vas t'y prendre? Puis je te laisse de l'espace sur comment faire les choses. Le but, c'est que tu décores, par exemple, la cuisine pour l'anniversaire de ton petit frère, mais je te laisse l'espace sur comment tu vas faire les choses. La question du risque aussi. La question du risque, en fait, c'est quelque chose qui est très important aussi.
Donc, il y a toujours cet équilibre-là. Puis parfois, quand on est parent, toute la distinction entre protéger et surprotéger. Et des fois, quand on est deux parents, on peut avoir aussi une vision différente. À quel moment notre enfant il est prêt à faire ceci ou cela? Puis même quand notre enfant n'a pas de déficience intellectuelle ou autiste, à quel moment on laisse notre enfant seul pour la première fois à la maison? À quel moment on laisse notre enfant seul pour une nuit à la maison? À quel moment on le laisse revenir seul de l'école, par exemple? À quel moment on le laisse partir à vélo chez un ami sans l'accompagner? C'est des questions là, qui tous les parents se posent un jour ou l'autre. À quel moment est-ce que je lâche prise sur certains éléments? Donc, toute la question de protéger ou surprotéger, elle est importante. Puis quand on protège notre enfant, on évite qu'il soit vulnérable. Quand on le surprotège, on crée de la vulnérabilité pour plus tard. Donc, c'est sûr que protéger son enfant, c'est essentiel. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas protéger. Tout ici est vraiment une question d'équilibre. C'est parfois difficile un peu de se dire est-ce que là, je protège ou je surprotège? Mais en fait, je vous ai mis ces quatre éléments-là qui, pour moi, m'apparaissent importants par rapport au risque. C'est d'abord de se dire que le risque zéro, il n'existe pas. On est tous soumis quotidiennement à des risques. On prend la voiture, il y a le risque d'avoir un accident, on va à l'école, en période de pandémie, il y a toujours des risques. Donc, le risque, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose on ne peut pas se retrouver, en fait, dans un contexte de risque zéro. Ce sera un peu vivre sous une cloche de verre, puis au final, on se développerait pas comme être humain si on ne rencontrait pas de risque. C'est pour ça que je vous ai mis un peu l'enfant qui est en train de monter sur le petit banc pour aller à l'évier. Là, le risque, ça fait partie de la vie. Maintenant, on a tous une perception différente du risque. Donc, face à notre enfant, face à différents contextes, on est tous plus ou moins sensibles à différents risques. Et c'est là le défi de dire, ben, au-delà du risque que je perçois, surtout comme parent, ben, c'est quoi le risque que je perçois, puis c'est quoi le risque réel? Si je laisse mon enfant, par exemple, jouer seul dans la cour, qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi le risque véritable? Qu'est-ce qui peut véritablement arriver pour en arriver à me poser la question, est-ce que c'est un risque qui est acceptable? Et un risque acceptable, ça découle toujours de deux choses. C'est quoi la gravité de ce risque-là s'il s'avère? C'est quoi la probabilité de ce risque-là s'il s'avère? Je pense par exemple à des parents de jeunes adultes. Si votre enfant, par exemple, il commence à utiliser le transport en commun de façon seule, est-ce que c'est un risque acceptable? Qu'est-ce qui peut arriver dans le transport en commun? C'est quoi la probabilité qu'il lui arrive quelque chose? C'est quoi la gravité de ce qui pourrait arriver? Donc, on va se questionner à savoir si c'est un risque acceptable pour ensuite dire est-ce que c'est un risque qui est partagé? Est-ce que, par exemple, si on est deux parents, est-ce qu'on s'entend comme parents par rapport à ce risque-là? S'il y a des intervenants qui sont impliqués aussi dans les prises de décision, est-ce que c'est un risque que je partage aussi avec mon enfant? Donc, comment est-ce qu'on est capable de partager ce risque-là? Parce que comme la vie n'est pas sans risque, si ce risque-là s'avère, l'objectif, ce ne sera pas de trouver un coupable. Ça va être de comprendre ce qui s'est passé, peut-être pour travailler ce qui est arrivé, puis ce qui explique le risque. Mais le but, c'est surtout pas de trouver un coupable face à une situation. Et je vous dirais juste sur la question du risque, puis peut-être dans la période de questions, là, si vous souhaitez, on pourra y revenir parce que c'est un aspect qui est tellement important pour le développement de l'autodétermination. C'est normal comme parent d'être sensible à ces risques-là. Puis parfois, ben, on peut tomber dans ce piège-là aussi de vouloir éliminer tous les risques. Puis parfois, vouloir éliminer tous les risques, on en crée d'autres risques. Si j'apprends à mon enfant, mon adolescent à gérer des petits risques, ben peut-être qu'il sera capable aussi de faire face à d'autres types de situations plus complexes à l'âge adulte. Donc, on pourra peut-être y revenir. Une neuvième clé que je trouve important, c'est tout ce qui concerne, en fait, je dirais, la communication puis l'autodétermination. Là, je vois le temps qui file, fait que je vais peut-être y aller un petit peu plus rapidement là-dessus. Mais dans notre façon de communiquer autour de l'autodétermination, il y a certains pièges, en fait, qui sont importants. Le premier que je vous ai mis, c'est être vigilant à ce que j'appelle, moi, les phrases toutes puissantes. Donc, les phrases toutes puissantes, en fait, c'est les phrases parfois qu'on va avoir dans la communication qui viennent nous positionner comme ceux qui savent, en fait, par rapport à notre enfant qui, lui, ne sait pas. Je vous raconte une petite anecdote, il y a quelques années de ça.
Je suis dans un milieu de travail, en fait, là, donc c'était du côté de la France, en fait, qui est un peu l'équivalent d'un plateau de travail. C'est la fin de la journée. Il y a une personne adulte, en fait, qui retourne à la maison. Puis vous savez, c'est le genre de journée où le matin, il fait froid, là, il faisait peut-être 5 degrés le matin, il est rendu en après-midi, il fait 20 degrés. Donc, la personne était venue au travail avec un manteau. Donc, au moment de quitter, il y a l'intervenant, tout bienveillant, qui lui dit enlève ton manteau, tu n'en as pas besoin là, pour retourner à la maison. Donc, la personne, à ce moment-là, elle enlève son manteau, puis elle part avec le manteau sous le bras pour retourner à la maison. Il aurait fait moins 20 degrés Celsius avec la façon dont l'intervenant lui a dit d'enlever son manteau. Bien, elle l'aurait probablement enlevé même s'il avait fait très froid. Parce que pourquoi elle a enlevé son manteau? Elle a enlevé son manteau parce qu'on lui a dit d'enlever son manteau. L'intervenant aurait fait son intervention en disant hey, écoute, Isabelle, appelons-la Isabelle, écoute, Isabelle, moi, je suis sortie ce midi, là, puis je n'avais pas besoin de manteau parce qu'il faisait plus chaud. Est-ce que tu as vérifié si tu avais besoin de ton manteau cet après-midi pour retourner à la maison? Elle aurait probablement vérifié, constaté qu'elle n'avait pas besoin de manteau, puis elle serait partie avec le manteau sous le bras. Dans les deux cas, elle ne porte pas le manteau. Mais la première fois, elle ne porte pas le manteau parce qu'on lui a dit d'enlever son manteau. Dans le deuxième cas, elle ne porte pas son manteau parce qu'elle a eu l'occasion de choisir de ne pas mettre son manteau pour retourner à la maison. Donc, c'est toute la différence sur le plan de l'autodétermination. Est-ce que je me soumets à quelqu'un extérieur qui sait mieux que moi ou si on me donne l'occasion de choisir de ne pas mettre mon manteau? Et imaginons qu'elle décide de garder son manteau pour retourner à la maison parce qu'elle va être certaine de ne pas l'oublier, elle préfère l'avoir sur elle. Bon, au final, le risque est assez limité. Là. À part avoir peut-être un peu trop chaud dans le transport, il n'y a pas un risque qui est important. Donc, c'est pour ça d'être vigilant à toutes ces phrases-là, toutes puissantes. Donc, plutôt donner des indices pour amener la personne à prendre une décision plutôt que de venir imposer la décision à la personne. Donner de la rétroaction aussi qui est plus descriptive qu'évaluative. Et là, je m'explique en fait. Parfois, dans une situation, on va être tenté de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est correct, c'est pas correct. Donc, je me rappelle, il y a quelques années, d'un jeune qui avait une déficience intellectuelle, il venait toujours me voir après s'être brossé les dents en me disant est-ce que je me suis bien brossé les dents? Et là, il ouvrait la bouche pour que je vois tout comme il faut. Il disait est-ce que mes dents sont propres? Est-ce que mes dents sont propres? Donc là, le piège au début de dire oui, tes dents sont propres. Là, il repartait, puis là, il était satisfait. Mais imaginez, à tous les soirs, il venait nous poser la question est-ce que mes dents sont propres? Et là, on confirmait oui, sont propres ou non, sont pas propres. Alors que si on lui disait ben moi, je regarde tes dents, puis je les vois toutes blanches, puis je vois que tu as une bonne haleine. Est-ce que tes dents sont propres? Ah oui, mes dents sont propres. Et là, petit à petit, juste de changer ça, on en est arrivé ensuite à dire mais comment on fait pour savoir si nos dents sont propres? Ah, ben, est-ce que mes dents sont toutes blanches, puis est-ce que j'ai bonne haleine? Alors, est-ce que tes dents sont toutes blanches? Est-ce que tu as bonne haleine? Oui. Bon, ça veut dire que tes dents sont propres. C'est comme si petit à petit, on est passé de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est correct ou c'est pas correct, à lui donner l'information dont lui avait besoin pour être capable de savoir si, par exemple, ses dents étaient propres. Donc, c'est important, c'est un autre aspect aussi qui est gagnant justement pour venir renforcer l'autodétermination. De nommer le rationnel derrière nos demandes. Hein, viens m'aider, c'est une chose, viens m'aider parce que j'ai besoin d'aide ou juste toujours ajouter le parce que, pourquoi. Donc, je te demande de faire telle chose parce que. Parfois, derrière nos demandes à nous, la raison est évidente, mais elle n'est pas toujours évidente pour mon enfant. Donc, à chaque fois que je fais une demande à mon enfant, de me donner ce défi-là, d'ajouter le rationnel derrière cette demande-là pour lui permettre de bien comprendre quel sens. Ça, c'est ce qu'on appelle tous le lien de cause à effet. Moi, si je vous demande d'aller porter votre maillot de bain, d'aller chercher votre maillot de bain parce qu'on s'en va à la piscine, probablement que vous faites le lien que c'est parce qu'on s'en va se baigner à la piscine, j'ai besoin d'un maillot de bain. Mais peut-être que pour mon enfant, ce n'est pas si clair que ça. Pourquoi je dois porter un maillot de bain pour aller à la piscine? Pourquoi je n'y vais pas directement avec mes vêtements? Donc, je vous donne un exemple, ça ne concerne pas nécessairement votre enfant, mais l'idée, c'est juste d'avoir ce souci-là, de toujours s'assurer pourquoi je fais cette demande-là, puis d'être capable de l'expliquer, de le nommer également à mon enfant. Donc, voilà, écoutez, j'avais
une dernière clé qui est un peu de dialoguer en famille autour de l'autodétermination. Je pense aussi, parfois en famille, parfois quand il y a des frères et sœurs qui sont là en grandissant, on a une vision différente aussi des besoins, des capacités de la personne. Donc, d'avoir cette ouverture-là, ces échanges-là, je vous ai mis un peu quelques questions autour de ça. Mais comme je vous ai dit que je voulais vraiment garder la dernière demi-heure pour échanger, j'ai envie de m'arrêter là-dessus, en fait,